Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la préparation physique en sport de combat. Et dans cette vidéo, donc deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos, je vous mettrai également les vidéos qu'on a tournées avec Rachid en description et peut-être dans le i comme information. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement de la préparation physique en MMA. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce type de préparation par rapport au MMA, sachant on en avait parlé dans la précédente vidéo. Mhm. Il y a autant donc, du striking, mais tu as également de la percussion et de la préhension. Donc, comment est-ce que tu vas finalement moduler cette préparation physique? Alors bonjour à tous. Bonjour Kevin. Bah, écoute, sur la préparation physique MMA, tu as autant de chemins possibles que de branches à, je sais pas, tu dois avoir une variété d'arbres avec des tas de branches. Bah là, c'est exactement ça. Euh, Tout va dépendre déjà, on part déjà là, on part dans une optique professionnelle, d'accord, avec un combattant professionnel. On va dire que tu as un combat de prévu. Euh, Et du coup, bah, tout va dépendre déjà de l'adversaire que tu vas avoir. Si tu n'as pas de combat de prévu, tout dépend de la catégorie de poids, tout dépend du du style actuellement en vogue dans cette catégorie. Est-ce qu'on est plus sur du striking? À un moment donné, on avait beaucoup de préhension. Voilà, donc ça va dépendre de tous ces paramètres-là. Ça va dépendre aussi on va prendre en compte aussi tout ce qui est combat dans des pays autres. Tu vois, je sais que par exemple, au MMA Factory, on avait pas mal de combattants qui étaient amenés à combattre enfin quelques-uns, pas pas mal, mais quelques-uns qui étaient amenés à combattre sur des événements de l'UFC. Et quelquefois, sur les décalages horaires, bah, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'échéance, on programmait des sessions d'entraînement la nuit. Donc la nuit pour nous, mais qui équivalait à l'horaire prévu de combat. Donc tout ce qui est décalage horaire, jet lag est aussi à prendre en compte. On doit prendre en compte aussi les forces et les faiblesses de l'athlète qu'on a. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, d'où il part. Moi, je suis plutôt d'avis de focaliser sur les forces parce on est sur une population de combattants qui souvent ont des jobs à côté, qui ont des semaines qui sont très énergivores, qui sont jeunes, donc qui ont aussi des activités sociales aussi, une vie sociale qui est débordante. Donc, l'idée, c'est de partir justement sur cette optique de rechercher toujours la dose minimale pour le maximum d'effet. Donc, cette préparation physique, en règle générale, elle se scinde en deux gros blocs. Donc, le premier bloc, c'est bah, tout ce qu'on met en place avant l'annonce d'un combat. Et le deuxième bloc, c'est ce qu'on appelle le fight camp. C'est-à-dire, à partir du moment où on annonce un combat, une date, entre 8 et 12 semaines avant, on va rentrer dans une phase de préparation très spécifique, aussi bien d'un point de vue technico-tactique que physique. On bosse vraiment ensemble de concert pour faire en sorte d'amener l'athlète dans un pic de forme qui soit le plus proche du max de ses capacités pour la semaine, en tout cas, qui correspond à la semaine du combat. Donc, sur le premier bloc, là, en règle générale, comme je te disais tout à l'heure un petit peu en aparté, on a au MMA Factory une population de préparateurs physiques qui a des spécificités qui sont différentes en fait. On a des préparateurs physiques qui sont plus axés sur le côté, qui utilisent des techniques en tout cas qui sont plus axés sur le côté coordination. On a des Ouais. préparateurs physiques qui sont plus axés sur le domaine de la force, dont je fais partie. Moi, j'ai été un petit peu formé plus sur cette école de la force, entre guillemets. Moi, j'ai eu comme mentor Yann Morisseau qui a été aussi entraîneur national haltérophilie, etc. Donc, moi, j'ai été formé plus sur ce courant-là. Et on a des préparateurs physiques qui sont plus sur un petit peu plus conditioning et d'autres qui sont un peu plus sur le côté un peu plus sport scientist, qui sont vraiment au fait de tout ce qui est études, etc., qui ont vraiment cette facilité. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas dessus aussi, mais c'est des visions qui peuvent diverger ou converger suivant les moments, voilà, il n'y a pas vraiment une vision. Et l'avantage justement qu'on avait avec Fernand Lopez, c'est qu'il nous laissait un petit peu libre, entre guillemets, sur
première phase, tout du moins sur ce premier bloc, heu, de développer bien entendu en fonction d'objectifs qu'il nous a fixés, de développer les qualités physiques X ou Y, Z, ça peut être force, endurance, vitesse. Au dernier combat, mon gars, il avait mon combattant, il avait pas de caisse, donc moi ce que je veux, c'est là, il y a pas de combat, je veux qu'il y ait une caisse, où à un moment donné, il luttait, au sol, il était là, le mec était sur lui, il arrivait plus, les bras étaient tétanisés, voilà. Moi, je veux que tu me trouves une solution, tu vois? Donc c'est un peu ça. Nous, on essaie de répondre à ce genre de problématique. Après, sur le deuxième bloc, sur le fight camp, ça va être essentiellement, l'idée en fait, l'objectif, ça va être de maintenir les niveaux de force, durant tout le fight camp, les niveaux de puissance et travaille de manière de plus en plus spécifique le côté conditioning, d'accord? Ok. Avec un travail, d'intervalle lactique, donc pour, améliorer un petit peu l'effet «tampon» entre guillemets, tamponner l'acide lactique, justement résister à cet acide lactique qui s'accumule dans le corps, dans les muscles, pardon. Heu tout ce qui est, tout ce qui est travail aussi, et ça on le fait de manière assez spécifique. Sac de frappe, ce genre de choses. Hem, sur le côté rappel de force, on va travailler sur quelques mouvements très précis. On va travailler sur des mouvements qui vont servir, le «bagage» entre guillemets technico-tactique de l'athlète. Ça peut être du bench press très simple, d'accord? Ou, du Zercher squat, d'accord? Qui est un mouvement de squat qui se rapproche énormément, des mouvements de lutte, d'accord? On vient attraper la barre justement au niveau de la saignée du coude. C'est un peu comme si on Ouais. soulevait un adversaire, tu vois? On essaie vraiment d'être le plus spécifique possible comme ça dans l'approche et puis aller comme ça progressivement, jusqu'aux 15 derniers jours où les 15 derniers jours, bah, vraiment on met en place, on essaie vraiment de peaufiner les choses. Il y a un nutritionniste qui vient du coup pour bosser, sur le côté cutting et cetera, faire les derniers réglages au niveau du poids et en même temps pour que l'athlète soit le moins fatigué possible le jour J. On a un préparateur mental aussi qui intervient, soit largement en amont, soit sur les phases finales de la préparation. Et puis après, ben, derrière, c'est des automatismes au niveau technico-tactique. L'athlète, donc le combattant travaille sur des automatismes. Il se conditionne vraiment, il est dans sa bulle et l'idée, c'est qu'il arrive vraiment le jour J avec, l'état mental, l'état physique, et l'état physiologique nécessaire pour remporter son combat. Ok. Et par rapport justement, donc, tu as parlé de filière énergétique. En MMA, est-ce que tu vas travailler les trois filières en même temps ou est-ce qu'il va y avoir une filière qui va être prédominante? Bah, disons qu'on est sur des disciplines où intermittentes où on va, justement, hem, à haute variabilité cardiaque, et sur des temps quand même qui sont assez longs. Donc on est sur des 3 fois 5 minutes, voire des 5 fois 5 en main event. Donc en fait, ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est, quel est le comment dire? Quelle est l'orientation au niveau technico-tactique? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir justement, nous dire, sur quelle filière énergétique on va focaliser. D'accord? Parce qu'en fait, tu vas avoir le côté, puissance maximale aérobie qui va être très, très important, qui va Ouais. permettre justement de retarder l'apparition justement du seuil lactique. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très intéressant. Mais après ce retard de seuil d'apparition, à un moment donné, tu ne pourras pas le retarder de manière indéfinie. Dans le sens où, à un moment donné, sur des phases de lutte ou des choses comme ça, on a même, par exemple, alors je ne sais pas si c'est déjà fait en lutte ou en MMA, mais en judo, on a des lactatémies, localisées qui sont supérieures à la lactatémie globale, notamment au niveau Ouais. des muscles des membres supérieurs. Donc à un moment donné, ça, il va falloir le travailler. Tu vas bosser sur cette capacité, via ce qu'on appelle des intervalles lactiques, par exemple. Nous, on le fait souvent en boxe, plus en boxe, pour éviter justement à un moment donné que, à force de boxer longtemps, bah, que les bras soient lourds. Souvent, souvent, souvent en retour, lorsqu'on se relève après une séquence au sol ou lorsqu'on était sur une séquence, dos à la cage ou en train de lutter contre la
prend sur du striking, c'est là où à un moment donné, bah, les bras, il y a plus de vitesse, il y a plus de jus. Donc ça, on essaye de faire en sorte que, bah, lorsque l'athlète, il passe d'une séquence où il lutte au sol, même une séquence hyper intense, qu'il se relève derrière pour striker, bah, qu'il ait quand même le jus pour striker. Ok. Et est-ce que par rapport à ça, vous utilisez des tests bien spécifiques? Donc là, on peut parler de tests de VO2 max, par exemple. Et est-ce que vous utilisez également des outils tels qu'un cardiofréquencemètre pour justement pour analyser la performance? Ouais, clairement, surtout sur les phases finales. Moi, c'est surtout sur les fight camp où on utilisait le cardio-fréquence-mètre. Pour nous, ça nous donnait, notamment lors des phases un petit peu où on travaillait sur des intervalles, ça nous permettait justement de voir, sur la minute de récup, lorsqu'on bossait sur des intervalles, alors je te donne un exemple, ça peut être des 15-5 ou des choses comme ça ou des 20-10, sur un round de 5 minutes. Heu, Nous, durant la minute de récupération, ça nous permettait de voir si l'athlète récupérait correctement. S'il était en dessous des 130 pulsations par minute ou à 130, on savait que l'athlète, on était sur une bonne récupération. S'il était supérieur à 130, bah, là, c'est un peu compliqué après de bosser sur la récupération, le facteur récupération parce qu'il est lié, au travail de l'endurance de base. Mais on sait que ça masquer le plus possible, soit via des choix technico-tactiques, soit, via une gestion de l'énergie, une gestion du souffle et cetera. Mais on sait que sur le prochain cycle d'entraînement, ce travail d'endurance de base va être primordial pour justement faciliter la récupération entre les rounds. Effectivement, on utilise cardio-fréquence-mètre. Après, on peut être amené à utiliser des tests de PMA sur piste, des tests de VMA, pardon, parce que là, on est sur de la VMA, calculer la vitesse maximale aérobie. Moi, j'utilise un demi-cooper. Pour moi, ce qu'il y a de plus simple. J'utilise le demi-cooper. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On peut travailler sur l'indice Ruffier aussi, qui permet de mesurer l'état de forme du combattant chaque semaine. Ça peut être intéressant. Et puis après, moi, les tests que je mettais plus en place la plupart du temps, c'était plutôt des tests de puissance, ou bah, lancer de medicine ball et puis, calcul de la distance, tu vois? Entre 2 cycles de puissance, bah, lancer de medicine ball par exemple, alors je déroule un cycle de puissance par exemple sur 4 semaines. Jour 1, je fais un test lancer de medicine ball, bras droit, bras gauche, 3 fois, je calcule une moyenne, je calcule la distance sur une moyenne. Comme sur un lancer de poids, je déroule mon cycle. Si c'est un cycle qui avait pour vocation de développer la puissance de poussée et la puissance de frappe, bah là derrière, bah je lançais du même medicine ball, le même jour dans les mêmes conditions, 3 tests à droite, 3 tests à gauche, je fais une moyenne et puis ça me permet de voir justement, de mesurer les effets de mon programme. Ok. Et par rapport à ça, j'avais une dernière question, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je perds la question que je voulais te poser. Elle était pourtant intéressante, mais peut-être qu'elle va me revenir. C'était justement, oui, voilà. Euh, donc, comment est-ce que tu arrives finalement à intégrer la préparation? Comment tu intègres une préparation physique à ton entraînement de base pour un pratiquant de MMA? Donc, au niveau professionnel, j'imagine que tu as des moments bien spécifiques où tu vas travailler donc une séance de préparation physique, peut-être le matin, et tu vas faire ton entraînement plutôt tactico-technique le soir. Mais pour quelqu'un qui va être, on va dire, plutôt amateur ou qui fait de la compétition, comment est-ce que tu vas pouvoir intégrer finalement la préparation? Est-ce que tu vas l'inclure dans ta séance d'entraînement ou est-ce que ça a besoin d'être une séance qui est à part? Bah, tout dépend du temps dont on dispose et tout dépend du nombre de séances par semaine que réalise justement ce pratiquant amateur. Hem, moi, j'aurais pour conseil, surtout pour les pratiquants amateurs, de bosser essentiellement sur de la prépa physique, surtout à la rentrée. Ouais, Je pense que ça, c'est un moment clé justement pour développer certaines qualités physiques, heu, l'endurance, la force et puis, après, travailler plus sur du maintien. Après le maintien, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire,
peut-être tout va dépendre de la qualité sur laquelle on bosse, mais heu, l'idée de base, ça va être quand même d'avoir, si possible, des séances qui soient, dissociées. Après, si Ouais, vraiment le temps manque, ça peut être intéressant justement d'associer une séance justement ou un protocole de préparation physique, ouais, heu, dépendant justement de la qualité que l'on souhaite travailler, avant une séance tactique, enfin technico-tactique qui soit pas trop éprouvante. Donc ça d'accord. peut être OK. intéressant, tu vois? En mixer un peu comme ça, faire un peu un programme de séance. On va mettre par exemple, sur les 30 premières minutes, bosser sur un programme par exemple, de développement justement de la capacité par exemple, de la capacité justement anaérobie, lactique, tu vois? De la cale. Ouais, Et puis derrière, ça va être bien éprouvant et puis derrière, ben, un entraînement technico-tactique, un petit peu light, un petit peu tranquille. Tu vois? Travailler un petit peu sur des gammes, sur du flow, être un peu sur des automatismes, voilà. Donc ça permet justement de «rentabiliser» entre guillemets, le temps passé à l'entraînement. Parce qu'effectivement OK. entre un combattant pro et une personne qui pratique, uniquement pour son plaisir ou même pour débuter la compétition, bah, les contraintes de temps ne sont pas les mêmes, les emplois du temps ne sont pas les mêmes. Ouais. Et par rapport à ça, tu vois, quelqu'un justement qui va avoir un emploi du temps qui va être assez chargé, est-ce qu'il y a un minimum de séances de préparation physique à faire par semaine? Et justement, préparation physique, comme tu dis, il y a différentes qualités à aller travailler. Est-ce qu'il y a des qualités? Alors, on en avait parlé dans la première vidéo, ça dépend, mais comment est-ce que tu vas jongler sur un travail d'endurance ou un travail de force? Est-ce que tu vas avoir une priorisation ou est-ce que tu vas travailler un petit peu les différentes qualités sur le même piédestal? Non, moi je dirais qu'il faut périodiser, il faut hiérarchiser justement, surtout quand le temps est limité. Au départ, je pense qu'un choix judicieux et que beaucoup malheureusement négligent parce qu'ils veulent tout de suite rentrer dans le spécifique, l'endurance de base reste quand même une qualité fondamentale, qu'il faut travailler quelle que soit la manière de travailler. Si on aime courir, faire du rameur, faire du vélo, mais bon, le vélo, c'est un peu plus long. Moi je conseillerais plus, des moyens qui permettent justement d'activer toutes les masses musculaires, y compris des membres supérieurs. Donc, le vélo, bah, on est un peu moins là-dessus, mais la course à pied, c'est pas pour rien qu'il y a les boxeurs, la pratiquent et il y a pas de secret là-dessus. Donc, rameur, vélo elliptique peut être intéressant pour des personnes qui ont des articulations qui peuvent être assez fragiles et cetera. Donc voilà, donc pratiquer un petit peu ces activités-là dans un premier temps en endurance de base, heu, on va dire sur une périodicité peut-être de 2 fois par semaine au départ. Ensuite partir justement, s'orienter, préparer un petit peu le développement justement de tout ce qui est plus musculaire, force. Donc à Ouais, travers au départ peut-être des circuits, donc des circuits qui permettent justement de préparer. On peut inclure des exercices de prophylaxie, des exercices de proprioception, de gainage, de développement, en fait, de préparation au développement de la force. Après sur la force, des circuits de force peuvent être intéressants. On va bosser sur une logique peut-être un petit peu plus orientée musculation que sur, la première partie que j'ai développée tout à l'heure à l'instant qui s'appelle adaptation anatomique. Là, pour une personne, entre guillemets, on va aller sur un circuit assez simple, mouvement de flexion de genou, donc squat, mouvement de flexion de hanche, donc soulevé de terre ou hip thrust, ce genre de choses. Un mouvement de tirage, un mouvement de poussée. Ça, c'est la base, c'est le SMIC. Après, on peut inclure un mouvement de poussée verticale, de tirage vertical, heu, un ou 2 mouvements, un petit circuit justement de corps, de centre du corps. Et voilà, sans forcément mettre des charges excessives. L'idée, c'est de développer la force. On n'est pas ici L'idée, c'est pas forcément de développer la force maximale, mais de développer la force tout simplement. C'est pas forcément tout le temps la force maximale. Et OK. après, une fois qu'on a déroulé, donc ça, on serait sur un nombre de séances aussi de 2 fois par semaine, mais là, on peut le faire aussi avant une séance, d'entraînement. Donc on peut combiner les 2. Et puis après, sur la fin, bah, travailler sur, des méthodes un peu plus balistiques
où là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner l'endurance et la force. On va pouvoir travailler avec des jetés de medicine ball contre le mur, de face, de profil, un genou au sol, 2 genoux au sol, hem, en jeté arrière, enfin, les combinaisons sont Ouais. quasi infinies avec un saut de boxe juste avant, voilà, il y a vraiment voilà, tout dépend après de ce qu'on souhaite développer, dans quelle discipline on est, heu, voilà. Donc, Donc, tu as vraiment une grosso modo, je progression. pense que cette structure peut être intéressante. Ouais. Donc, c'est vraiment une question de progression finalement dans ta préparation physique, de ne pas Ouais, vouloir mettre la charrue avant les bœufs, d'avoir les bases, et plus tu vas avoir les bases, et après travailler du spécifique ça, je pense probablement. que l'endurance de base est importante. Après, je pense même avant la rentrée, ça peut être bien de bosser un peu son endurance de base. Pendant la rentrée, commencer à rentrer dans les Ouais. circuits en adaptation anatomique, 1 à 2 fois par semaine. Et puis après, rentrer un peu sur le développement de la force, convertir ça en puissance et après durant l'année faire du maintien. Un petit peu de Ok. rappel de force, un petit peu de puissance, et également, sur le côté puissance, essayer d'avoir des phases puissance avec beaucoup de récupération où là, on va travailler sur la «puissance maximale» entre guillemets et des phases encore dans une logique de rentabilité où je vais développer l'endurance puissance, d'accord? C'est-à-dire là, je vais rentrer dans le côté énergétique où je vais, travailler peut-être en en PMA sur certaines thématiques, essayer de reculer au maximum le seuil d'apparition justement le seuil lactique le plus possible, Ouais. heu et et ça, voilà, à travers, voilà, une logique un peu où là, je vais reprendre, par exemple, mes durées de round. Je vais travailler, par exemple, je vais faire, par exemple, 10 jetés de medicine ball ou pendant 20 secondes. Ensuite, je vais récupérer, travailler en shadow léger, repartir sur mon medicine ball, boum, boum, boum et ainsi de suite. Voilà, bosser un petit peu sur ce type de choses, je pense que ça peut être intéressant. Il commence à faire nuit, je pense que je vais allumer la Ouais. lumière. Je vais Je faire crois qu'on pareil. me De voit toute de moins en façon, moins. on arrive à la fin de la vidéo, Ouais, de cette deuxième série. Donc, je rappelle, donc, si vous voulez donc, en savoir plus, vous entraînez également avec Rachid. Donc, si vous êtes en Suisse directement, de le contacter. Et puis également, tu vas mettre en ligne très prochainement donc, un programme qui sera probablement au niveau de l'été 2022. Donc, ouais, dans tous les c'est cas, on ça. mettra les liens dans la description de la vidéo YouTube et on vous tiendra au courant si vous regardez cette vidéo avant la sortie du programme, à sa sortie. Je te remercie, Rachid, pour toutes ces indications. On va allumer la lumière et on va partir pour la troisième vidéo. Ça marche. Merci Kevin, merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.